Ludovic, Antoine, ça, je vous propose qu'on entame la WebTech. Euh, alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Sofiane Triboula, je travaille pour un Tech Service. Et avec moi, nous avons Charline Piffero, qui est responsable marketing communication également d'un Tech Service. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir cette WebTech en partenariat avec GRDF, hein, qui est partenaire argent d'un Tech Service au travers d'une thématique qui est assez importante pour tous les acteurs de la filière construction, et y compris évidemment les économistes de la construction ici présents. Il s'agit de la RE 2020, les solutions gaz dans le logement neuf collectif, avec une ouverture notamment sur l'anticipation prévue sur 2025. Je vais laisser Antoine, Ludovic et Essence prendre la parole afin qu'ils puissent se présenter et ensuite évidemment aborder ce sujet. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent WebTech. Merci Sofiane pour cette introduction et bienvenue à tous les participants. Effectivement, nous sommes très heureux ce matin de vous parler d'un sujet brûlant, chauffant, puisque la RE 2020 va rentrer en vigueur dans un peu moins d'un mois et demi. Et l'objectif, c'est de vous donner les dernières informations liées à cette nouvelle réglementation, focalisée plutôt sur le logement collectif neuf. Et on va vous parler plutôt des solutions gaz. Voilà le sommaire qui est affiché à l'écran. Donc voilà, le rappel des grands principes et les nouveautés liées à la RE 2020, puisque les textes ont été publiés durant l'été. Les quelques points de vigilance qu'on peut y noter. Et puis au regard de cas pratiques, on va regarder comment appliquer la RE 2020 en 2022. Vous savez qu'il y a une deuxième date, on y reviendra dans le calendrier, en 2025, comment on peut anticiper les nouvelles exigences applicables en 2025 et avec quels équipements. Pour ça, eh bien, je serai accompagné de deux de mes collègues, donc Antoine Cellier et Vincent Lallemand. Moi, je vais me présenter rapidement puisque je suis à l'animation, donc je suis Ludovic Gutiérrez, je suis responsable grand compte chez Cegibat et très content d'être avec vous ce matin et je vais passer la parole à Antoine pour qu'il puisse se présenter. Donc Antoine Cellier, moi je travaille à la direction développement de GRDF, parce que en fait nous avons une direction développement parce que le gaz n'est pas une énergie captive. Quand vous faites un projet immobilier, vous n'êtes pas obligé de mettre du gaz. Donc c'est pour ça qu'on a des équipes de prescription. Donc moi je suis responsable national et je m'occupe en particulier de la promotion privée. Donc aussi bien les instances représentatives, ainsi que les promoteurs privés, les gros promoteurs privés au niveau national. Et j'ai 80 collègues qui sont sur toutes les régions de France, qui animent l'écosystème des promoteurs privés. Voilà. Merci Antoine. Et du coup, on est accompagné également de Vincent Lallemand. Vincent, je te laisse te présenter également. Oui, bonjour à tous. Donc Vincent Lallemand, moi aussi je travaille à la direction développement comme Antoine, mais au sein de la direction technique et plus particulièrement au sein de Cegibat, qui est un peu le pôle d'expertise en efficacité énergétique et réglementation au sein de GRDF. Et donc moi je suis responsable efficacité énergétique sur le marché du neuf, donc à la fois la maison individuelle et le logement collectif. Merci à vous deux pour ces présentations succinctes et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant du calendrier. Voilà, quelles évolutions depuis les dernières annonces gouvernementales, puisque vous savez qu'à l'été, nous avons eu les textes, enfin, sur sur résidentiel, pardon. On sait que sur le tertiaire, il y a une période consultative qui a lieu. Donc on est un peu moins d'un mois et demi par rapport à l'entrée en vigueur de cette RE 2020, on en parle depuis très longtemps puisqu'il y a eu l'expérimentation E+C- qui a servi de test à cette RE 2020, même si on sait qu'il y a différentes exigences, tout n'a pas été retenu. Et donc du coup, cette RE 2020 va rentrer en vigueur du coup, au 1er janvier 2022 pour le résidentiel et au 1er juillet 2022 pour les bâtiments d'enseignement et de bureaux. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on l'annonce depuis quelques temps, ce fameux label sur la RE 2020, qui est beaucoup plus ambitieux que déjà cette réglementation environnementale très ambitieuse. Lui, ce label est plutôt visé pour 2023. Vous avez aussi entendu parler de cette clause de revoyure qui permet peut-être
durant une période plus ou moins définie, d'apporter des précisions, des modifications à, à cette RE 2020 pour voir s'il y a des ajustements à faire. Et nous, gaziers, on compte sur cette clause de revoyure, notamment pour faire reconnaître les gaz verts. Mais on y reviendra dans le cadre de cette intervention. Si maintenant on devait rentrer dans le vif du sujet, on va regarder ça ensemble avec Antoine. Si maintenant on regarde, si on rentre un peu progressivement dans cette RE 2020, on a trois lignes directrices. Une qu'on connaissait beaucoup, l'efficacité énergétique, mais il y a deux nouveautés qui arrivent dans cette réglementation, la décarbonation et le confort d'été, même s'il était déjà traité en RT 2012, mais pas de manière optimale. Mais si on devait rentrer, Antoine, dans ce détail, eh Oui. bien, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ces indicateurs et ces trois lignes directrices? Donc effectivement, là, ce qu'il faut comprendre dans la RE 2020, c'est qu'on retrouve cette notion d'efficacité énergétique qui était très présente dans la RT 2012. Et en fait, la RE 20 ajoute deux nouvelles dimensions qui sont vraiment contraignantes, hein. Donc la dimension du carbone et la dimension du confort d'été. Donc ça aura vraiment des impacts sur les programmes immobiliers, puisque des bâtiments ne seront plus conformes si ils ne respectent pas les seuils dans ces trois dimensions. Donc maintenant, on va passer en revue justement les indicateurs qui sont liés à ces trois dimensions. Et en fait, il y a 6 indicateurs. Donc c'est six indicateurs à connaître absolument. Si vous voulez discuter RE20, on va les passer en revue. Alors du coup, justement, on va les passer en revue avec Vincent. Est-ce que Vincent, tu peux rentrer dans ces différents indicateurs en nous précisant finalement quelles sont les nouveautés liées à la RE 2020 et quelles sont les augmentations d'exigence qu'on connaissait à partir des critères de la RT 2012? Ouais, alors en RE 2020, on va retrouver les indicateurs qu'on connaissait déjà en RT 2012 avec le besoin bioclimatique et la consommation, le CEP, qui va mesurer la consommation d'énergie primaire. Si on fait un zoom sur le BBio, la formule de calcul reste la même, c'est toujours les besoins en chaleur, en éclairage et en froid. La nouveauté, c'est que maintenant, le froid va être obligatoirement pris en compte à la conception du bâtiment, là où en RT 2012, on ne le prenait en compte que si on déclarait la climatisation. Donc ça, c'est un peu la nouveauté de la RE 2020. Si on fait un parallèle par rapport à la RT 2012, donc vraiment un bâti RT 2012 qui était fait au début de la RT 2012, on est sur une économie de BBio de -20 à -30%. Et évidemment, l'enjeu de ce travail sur le BBO, ça va être d'agir sur l'enveloppe pour derrière agir sur nos consommations. Par rapport au CEP, donc comme en RT 2012, on retrouve le CEP global, consommation d'énergie primaire. La nouveauté, ça va être ce CEP non renouvelable qui indirectement va venir imposer des consommations d'énergie renouvelable, puisque le CEP non renouvelable, ça va être un seuil, une exigence en dessous du CEP pour imposer indirectement ces consommations d'énergie renouvelable. Donc si on fait un parallèle là encore avec la RT 2012, on est sur une économie de 20%. Et tout l'enjeu, ça va être d'augmenter l'efficacité énergétique globale du bâtiment, en sachant que tous ces usages-là, BBO, CEP, on en parle, ils sont ramenés au mètre carré et qu'en RE 2020, le périmètre a aussi changé, puisqu'avant on était sur la SRT et que maintenant, en RE 2020, on passe sur la CHAB. Donc c'est là où c'est aussi un peu compliqué de faire des comparatifs entre RT 2012 et RE 2020, puisqu'en fait, on va pas venir comparer les mêmes choses. Mais voilà, si on devait donner un ordre de grandeur, ça serait ça. Au Merci. niveau, Oui. ouais. Euh, Au niveau du confort d'été, donc là aussi, il y a un nouvel indicateur qui est arrivé, même si on l'avait déjà en RT 2012 avec la TIC, mais qui finalement n'était pas vraiment une contrainte puisque la majorité des projets passaient. Ça représentait pas, c'était pas très concret comme indicateur. Ensuite, on a eu la dièse en E plus C-. Et là, finalement, après pas mal de travail, est arrivé les degrés heures. Donc, on va venir mesurer un niveau d'inconfort du bâtiment, donc notamment en été. Le principe, c'est qu'on va venir sommer le nombre d'heures d'inconfort sur une année de la température à l'intérieur de la maison en se comparant à deux seuils. Donc un seuil de 28 degrés la journée et un seuil de 26 degrés la nuit. Et en fait, on va venir sommer toutes les heures d'inconfort et on va arriver à un seuil de degrés heure qu'on va venir ensuite comparer à deux seuils d'exigence. Donc un premier seuil à 350 degrés heure. Si on est inférieur à ce seuil de 350 degrés heure, il ne se passe rien. Par contre, si on est supérieur,
on va commencer à avoir un forfait de pénalisation qui va venir s'imputer directement sur les CEP. Et, euh, et donc entre 350 degrés heure et 1250 degrés heure, on va avoir une formule un peu linéaire où on va venir appliquer un forfait de pénalisation pour ces consommations de froid fictives. L'idée étant de dire que le bâtiment n'est peut-être pas climatisé aujourd'hui, mais qu'il le sera peut-être demain, donc d'anticiper tout de suite ces consommations pour les intégrer au bâtiment. Au-delà de 1250 degrés heure, là, le bâtiment sera déclaré non conforme et la conception sera à revoir parce qu'il n'y aura pas d'alternative pour revenir dessus. Donc, l'enjeu de ce degré heure, c'est surtout de favoriser les solutions bioclimatiques et les solutions passives pour éviter d'aller tout de suite sur de la climatisation active. Très bien. Eh bien, si on continue du coup sur l'impact carbone, qui est la grande nouveauté finalement de cette RE 2020. Ouais, donc l'impact carbone, on l'avait un peu appréhendé en E plus C-, ça avait permis un peu de découvrir ce nouvel indicateur. Là, c'est vraiment la grande nouveauté de la RE 2020, qu'on va avoir deux indicateurs, un IC impact carbone sur l'énergie et un IC construction qui va être lui sur la partie chantier, consommation d'eau et tous les produits de construction qui vont rentrer en compte dans le bâtiment. Et tout ça sur une analyse de cycle de vie du berceau à la tombe du bâtiment. Donc si on fait un focus sur le zoom lycée énergie, donc ACV dynamique sur 50 ans, pardon, des consommations d'énergie. En maison individuelle, on a un seuil à 4 kg de CO2 par mètre carré par an en 2020 et une dérogation pour les solutions gaz dont on parlera tout à l'heure qui, dans certains cas, peuvent avoir une dérogation à 7 kg de CO2. Sur le logement collectif, On a un petit écho, ouais. ouais, Hop. sur le logement collectif, là, on a une progressivité des seuils, puisque en 2022, à la mise en application de la RE 2020, on a un seuil à 14 kg, et en 2025, on passera à 6,5 kg de CO2 par mètre carré par an. L'enjeu, c'est que ça va faire disparaître les solutions exclusivement fossiles en 2025, puisqu'on sera obligé d'hybrider pour passer ce seuil de 6,5 kg. Au niveau des lycées carbone construction, là, même principe, on est sur une ACV dynamique sur 50 ans. Et là, va avoir une progressivité des seuils encore plus importante, puisque la filière n'est quand même pas encore prête, malgré l'expérimentation plus c'est moins, à rentrer dans ce détail. Donc, une progressivité des seuils en 2022, en 2025, 2028 et 2031, en sachant que le seuil en 2022 n'est pas forcément très contraignant. C'est plutôt pour que la filière s'approprie tout ça. 2025, ça le devient un peu plus, mais finalement, avec la mise en place des FDES qui vont de plus en plus être détaillés, bon an mal an, le seuil devrait être assez respecté. Après, c'est après qu'il va falloir trouver des solutions un peu plus décarbonées pour passer ces seuils. L'enjeu, ça va être de développer des solutions de béton bois carbone, de favoriser la construction bois et les matériaux biosourcés. Donc finalement, il y a un pas de temps qui est tout à l'heure dans la frise chronologique, on donnait les grandes tendances, mais finalement, on voit qu'en 2022, rentre en vigueur de la RE 2020 pour s'y familiariser, et puis après en 2025, et c'est d'ailleurs le titre de ce webinaire, l'exigence va se renforcer très fortement sur le logement collectif, où on va travailler peut-être l'hybridation des systèmes pour que les solutions puissent passer, et c'est ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Si du coup, Antoine, on devait résumer ces Donc 6 gros voilà. indicateurs. Donc, s'il faut résumer l'ARE20, si vous deviez ne retenir qu'une chose, c'est ça, c'est 6 indicateurs. Le BBio, le CEP, la consommation d'énergie primaire, donc non renouvelable, et la consommation d'énergie primaire globale. Après, donc, c'est 2 indicateurs carbone, le carbone énergie, le carbone construction, et le confort d'été avec les degrés heure. Donc, on voit qu'il y a une progressivité sur le carbone énergie, on passe du seuil de 14 kg de carbone par an par mètre carré à 6,5 en logement collectif. En maison, il n'y a pas de progressivité, on passe tout de suite en 2022 à 4 kg de CO2 par an et par mètre carré. Et après, vous avez le carbone construction avec cette progressivité en 2022-2031. Donc voilà. Donc on a 6 indicateurs avec des indicateurs évolutifs. Voilà. Et on voit que la charge sur les industriels du bâti finalement est très forte, puisque
plutôt les anciennes réglementations thermiques étaient plutôt à la charge des énergies. Et là, on voit que finalement, l'industrie du monde du bâti est fortement impactée par l'entrée en vigueur de cette future réglementation. On sait qu'il y a pas mal de textes qui s'en font malgré tout attendre. Est-ce qu'on pouvait faire un petit tour d'horizon sur ces différents textes avec toi, Vincent? Ouais, alors au niveau de la dérogation transitoire pour les solutions gaz en maison individuelle, on en parlait tout à l'heure. Donc la dérogation, elle va concerner, il va falloir remplir deux conditions simultanément. Donc ça va être dans les cas où on aura un permis d'aménager qui aura été accordé avant le 31 décembre 2021 et ensuite un PC déposé avant le 31 décembre 2023. Dans ces zones aménagées servies en gaz, ça va être pour les aménageurs qui auront fait un investissement de raccordement gaz qui leur permettent d'amortir leur investissement et de continuer à mettre du gaz dans ces zones-là. Ensuite, au niveau des prochaines évolutions réglementaires, on attend encore des détails sur les attestations de fin de chantier, sur les documents qui vont être demandés, sur les contrôles qui vont être effectués à réception. Au niveau du contrôle ventilation, tout ce qui est VMC, qui est un sujet assez important puisque les contrôles vont vraiment s'intensifier. Le protocole est en cours de rédaction au niveau de la DHT et il va forcément s'inspirer du protocole Promeuvant qui est disponible déjà aujourd'hui. Et on peut déjà noter les contraintes qui vont être proposées. Alors Vincent, on vous entend un petit peu moins bien. Pardon. Ah, ouais, merci beaucoup. Au niveau des données environnementales, on en parlait tout à l'heure. Pour l'instant, il y a beaucoup de fiches qui sont par défaut, les FDES ou des PEP qu'on trouve sur la base INES, puisque les industriels n'ont pas encore fait le travail de répertorier l'impact carbone de tous leurs produits, parce qu'il faut savoir que ça a un coût et que c'était pas forcément demandé jusqu'à maintenant. Donc en ce moment, il y a un gros travail des industriels qui sont en train de sortir leur FDES et PEP pour leurs produits et leur système de produits. Et donc là aussi, aujourd'hui, on rentre des fiches par défaut qui sont très pénalisantes. Au fur et à mesure que ces fiches vont être disponibles, indirectement, le bilan carbone de ces produits de construction va diminuer là aussi. Très bien. Ce que je voulais ajouter par rapport au prochain, parce que c'est vrai que dans la RE20, tous les textes n'ont pas été publiés. On attend, comme le disait Vincent, on attend encore les textes sur les attestations de fin de chantier, les attestations à réception, à quel moment on produit l'attestation carbone, etc. Et ces textes devraient normalement sortir prochainement. Et si vous voulez vraiment suivre cette actualité de publication des textes, c'est publié sur un site internet qui s'appelle RT Bâtiment, qui est le site officiel du ministère. Et si les textes sont publiés, c'est là qu'ils apparaîtront en premier. Hein. Vincent, tu me confirmes? Oui, oui, c'est ça. Ouais. Merci. Et du coup, si on devait continuer sur cette clause de revoyure qu'on a évoquée tout à l'heure, et bah, on parlait du titre 5 en RT 2012, cette terminologie a un petit peu changé en RE 2020, donc est-ce qu'on peut aborder ces deux points avec toi, Vincent? Alors au niveau de l'intégration de la clause de revoyure, on a vu quelques articles dans la presse là, ces derniers jours. Puisqu'en fait, la filière bâtiment, à l'issue des négociations, avait vraiment insisté pour obtenir ce point-là. L'idée, c'était d'avoir un observatoire national des bâtiments qui vont être construits en RE 2020, et puis d'en évaluer les impacts et les coûts, et de pouvoir revenir sur cette réglementation, peut-être l'assouplir si on voit que finalement on n'était pas conforme à la réalité et que les coûts étaient trop importants, ou alors pour intégrer de nouvelles opportunités comme l'intégration du gaz vert. Donc là-dessus, pour l'instant, le ministère de la Transition énergétique, la demande a été faite là récemment par la filière que ça soit inscrit noir sur blanc dans les textes. Pour l'instant, le ministère de la Transition énergétique n'est pas forcément favorable puisqu'ils disent que c'est dans un décret peut-être amené à changer et donc ça sera inscrit par la suite. Mais en tout cas, le modèle de cet observatoire national est bien mise en place et sera important pour suivre l'évolution de cette réglementation sur les années à venir. Alors, Vincent, je vous coupe puisqu'on a des premières questions qui apparaissent dans le chat et notamment une sur les FDES. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une FDES, s'il vous plaît? Puisqu'on a utilisé souvent ce terme-là et on ne va pas forcément y revenir pendant le suite de l'intervention. Ouais, Donc, je vous laisse préciser. alors c'est une fiche de données environnementales et sanitaires et en fait sur cette fiche-là, on va venir retrouver
l'impact carbone d'un produit en phase production, construction, mise en place et destruction aussi en fin de vie. Et ça pour chaque matériel. Et donc voilà, c'est avec ça que le bureau d'études va venir remplir l'impact carbone. Il va venir s'appuyer sur ces fiches pour pouvoir faire son ACV dynamique. Et donc aujourd'hui, Effectivement, beaucoup de oui, fiches ne sont par défaut ou n'existent pas. Donc en fait, le ministère en phase transitoire avait mis des fiches par défaut, mais qui sont très pénalisantes et qui parfois sont presque, ça passe du simple au double entre une FDES détaillée et une fiche par défaut. Donc on voit que le fait de prendre ces fiches par défaut va beaucoup impacter le bilan carbone. est-ce qu'on peut Les préciser fiches, ouais, en ouais, les fiches complément, on peut FDES préciser. sont disponibles dans la base INIES. C'est comme ça, hein, c'est la base Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. donc Et en, compl- qui est complètement ouverte, hein, tout le monde peut accéder à ces fiches. et en complément, vous avez les fiches FDES pour les matériaux et les fiches PEP pour les produits. Et finalement, le résumé de ces fiches-là, c'est un petit peu la carte d'identité des performances environnementales des matériaux et des matériels. Vincent, vous parliez tout à l'heure de la clause, dans la clause de revoyure de l'aspect coût aussi, de suivre un petit peu l'évolution du coût de construction euh, au regard des exigences de cette nouvelle réglementation. Il y a une question sur ce sujet. Donc, vu qu'on avait des économies, c'est forcément la question de coût intéresse fortement et on y reviendra directement dans le cas pratique. Donc, Jérémy, soyez patient, ça va arriver. Si on devait du coup continuer sur l'intégration des innovations, et via le titre 5, Vincent, on peut enchaîner. Ouais. Alors le titre 5, c'était une procédure qui existait déjà en RT 2012 en fait, qui permettait de mettre en avant des innovations et via un protocole administratif de s'appuyer sur des opérations déjà existantes pour monter un titre 5 et ensuite pouvoir intégrer le système dans le moteur de calcul directement. En RE 2020, ils ont modifié un peu la procédure. Aujourd'hui, on serait parti sur avant de pouvoir déposer un titre 5, il faudrait déposer 3 titres 5 opérations. Donc ça veut dire des sites, enfin des expérimentations sur des sites existants, donc entre 0 et 1 an, pour pouvoir avoir suffisamment de retours d'expérience. Et une fois qu'on aura pu démontrer le suivi de ces systèmes, on pourra ensuite déposer un titre 5 et là on repart aussi à nouveau dans un délai administratif de plusieurs mois avant de pouvoir vraiment intégrer le système ou le produit dans la RE 2020, dans le cœur du moteur de calcul. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est assez contraignant en termes de coûts et de délai aussi, puisqu'on va être sur des délais entre 12 et 18 mois. Donc là aussi, on pense que la clause de revoyure va permettre de simplifier un peu cette intégration des innovations. Super, merci. Alors, merci pour les grandes lignes qu'on vient de détailler ensemble. Mais si on avait des points de vigilance à retenir dans cette future réglementation, puisque côté GRDF, vous avez expérimenté sur le sujet. Donc, si on devait avoir quelques points d'alerte ou quelques points de vigilance, ce seraient lesquels, s'il vous plaît? Nous, en fait, on s'était dit que c'était intéressant de partager avec vous au-delà de la théorie qu'on vous a exposée avant. Déjà aujourd'hui, si vous vous lancez dans un projet RE20, il y a 5 points de vigilance qu'on entend un peu partout, qui reviennent pas mal avec les gens avec qui on discute sur le terrain. Et on voulait vous partager ces 5 points de vigilance quand vous vous lancez dans un projet RE20. Donc voilà, on va les balayer rapidement. Donc ces 5 points de vigilance, c'est la compacité du bâtiment, la taille du projet, dans quelle zone climatique vous êtes, et puis surtout que l'énergie primaire, c'est plus comme dans la RT12, et puis que le besoin bioclimatique, il y a un vrai sujet sur le bâti. Voilà. Alors, du coup, si on devait rentrer dans le vif du sujet avec le premier point de vigilance, Antoine, la compacité. La compacité, alors là, j'enfonce une énorme porte ouverte, hein, mais en fait, comme dans la RE20 est très ambitieuse sur la performance du bâti, la question de la compacité, elle est d'autant plus cruciale. C'est que plus vous aurez un bâtiment compact et moins vous allez avoir de coûts de construction. Donc le sujet de la compacité est encore plus prégnant dans la RE20 et c'est pour ça que c'est un point d'attention. Si vous êtes sur un projet immobilier qui n'est pas compact en RE20, ça va être très compliqué. Et du coup, encore plus qu'en RT 2012, parce que c'est vrai que c'était un sujet aussi en RT 2012, mais la RE 2020 va encore accentuer ce point finalement.
Après, vous pouvez toujours faire quelque chose qui n'est pas compact. Le problème, c'est qu'il faudra renforcer d'autant plus l'enveloppe, et donc vous aurez un impact d'autant plus important sur vos coûts de construction. Et comme on Donc, sait que ouais, ouais, le BBO l'augmentation sur le enfin, exactement, la réduction sur le BBO de 30%, c'est vrai que si on n'a pas un bâtiment compact, on vient encore alourdir un peu le coût de tout à construction. fait. Et comme on a des économistes en face, c'est un point important. Merci Antoine. Donc la taille maintenant. Donc, Alors au niveau de la taille des logements, en fait, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans nos études. En fait, donc il y a des modulations qui ont été mises en place dans le moteur de calcul. Donc on va retrouver deux modulations, une sur la surface habitable totale du bâtiment, mais aussi une sur la surface habitable du logement. Et donc en fait, on voit qu'il y a des effets de seuil. Si on prend la chape du bâtiment, par exemple, on voit qu'il y a un effet de seuil autour de 1500 mètres carrés où avant on a le Bébio il y a une souplesse sur le seuil Bébio et qu'à partir de 1500 mètres carrés finalement le Bébio max reste à 70. Ça c'est pas pour avantager les petits bâtiments de petite surface en fait, c'est plutôt pour lisser les contraintes que tous les projets soient sur un même pied d'égalité. Puisqu'en fait, quand on va avoir des bâtiments avec une chab totale assez faible, il n'empêche que les déperditions au niveau des façades seront plus importantes. Et donc, c'est vraiment pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. De la même manière, sur les surfaces moyennes par logement en mètre carré, le point pivot est autour de 60 mètres carrés. Là encore, c'est pas pour avantager les logements qui sont inférieurs à 60 mètres carrés, mais c'est plutôt pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, puisqu'en fait, on pourrait se dire que sur un bâtiment de plus grande surface, eh bien, comme toutes les consommations sont ramenées au mètre carré, bah, les consommations d'eau chaude sont à peu près les mêmes sur un bâtiment de 40 ou 70 mètres carrés. Donc, un bâtiment de plus grande surface serait avantagé, mais non, en fait, ces modulations ont été mises en place pour que et pas une typologie de bâti plus avantagée qu'une autre. Super, merci pour ces précisions. Maintenant, si on passe sur la zone climatique, parce donc sur les que là zones aussi il y a climatiques, des ouais, spécificités. tout à fait. Alors, pour résumer rapidement, en fait, sur le confort d'été, c'est pas une surprise, la zone H3, hein, qui est au sud de la France, est très contraint sur ce confort d'été. Ça va être un vrai enjeu. Par contre, si vous êtes en zone H2A, donc en Bretagne, là, le confort d'été est la zone la moins contraignante. Donc, on voit bien qu'il y a une logique climatique. Et sur le BBio, ce qu'on a observé sur l'enveloppe du bâtiment, c'est la zone H2B qui est la plus contrainte par rapport au travail à faire sur le BBio par rapport à la RT 2012. C'est la zone climatique sur laquelle il y a le plus grand changement. Euh, il y a un effet de zone climatique. Voilà. Très bien, maintenant si on passait sur le point de vigilance numéro 4, à savoir le CEP, le CEP et le BBO du coup. Donc sur le CEP-LB Bio, donc en fait la nouvelle problématique RE 2020, c'est qu'en fait au niveau du CEP, donc les consommations d'énergie primaire, on va venir rajouter de nouveaux besoins, puisque en RT 2012 on était sur ces cinq besoins qu'on connaît, et en RE 2020 on va rajouter un nouveau besoin qui va être en fait ce qui est lié au déplacement de l'occupant et qui va venir concerner tout ce qui va être éclairage de parking, les cages d'ascenseur et donc ils vont venir ajouter des besoins sur un indicateur, mais finalement qui est toujours ramené à la même surface. Donc en fait, on va avoir des leviers simples qu'on a identifiés. Ça va être la gestion des occultants, notamment avec des volets roulants motorisés, pardon, avec de la gestion crépusculaire. Là, on va être sur des choses assez faciles qui vont pouvoir permettre de réduire le bébio et donc d'avoir un impact directement sur les consommations d'énergie primaire derrière. Et un autre paramètre assez simple à mettre en place, alors dans une certaine limite, ça va être l'étanchéité à l'air du logement, puisque là aussi, ça va permettre de réduire le BPO et donc indirectement les déperditions thermiques liées aux circulations d'air dans le logement. Très bien, Et effectivement. ouais. Allez-y, allez-y, Et vas-y, termine. le dernier point j'ai oublié de parler, c'est l'autoconsommation des panneaux photovoltaïques, qui était jusqu'à maintenant très bien valorisé en RT 2012, puisqu'on pouvait venir le valoriser en autoconsommation et ça venait déduire des consommations sur le coefficient d'énergie primaire. Là, la nouveauté en RE 2020, c'est que
l'autoconsommation des PV est prise en compte, mais en instantané, au pas de temps heure par heure. Et donc en fait, le problème, c'est que quand le PV va produire son électricité, ça va pas forcément correspondre en face à une consommation. Donc on va avoir du mal à finalement faire correspondre la demande avec la production, et on va finalement effacer pas grand-chose sur le coefficient d'énergie primaire. Ce qui fait que le PV aujourd'hui dans la réglementation est très mal valorisé par rapport à ce qu'il était en RT 2012. Ouais, c'est un petit peu l'apprentissage de la RT 2012 finalement. C'est vrai que effectivement le PV produit en journée, et peut-être les consommations ont lieu quand les personnes sont chez eux, donc peut-être en début de journée et en fin de journée, là où l'installation PV produit le moins. Sur l'éclairage des parkings et des ascenseurs, c'est vrai que l'expérimentation E plus C moins faisait écho des usages, de la prise en compte des usages spécifiques, électricité spécifique. Là, en RE 2020, on les a pas. On est d'accord? Oui, enfin là, tout ce qui était consommation liée aux usages ménagers, l'électroménager, Oui, tout à ouais, fait, ouais, c'est ça. oui. Non, non, ça, c'était une très bonne initiative qui avait été faite en E plus C-, mais qui finalement n'a pas été reprise en R 2020. Très bien, merci beaucoup Vincent pour ces précisions. Et du coup, on passe au dernier point de vigilance, le bâti qui est le levier incontournable. Ben oui, oui, oui. Vincent, vas-y, Non, non, mais si enfin, tu veux. on l'a vu, les besoins sur le CEP, finalement, le fait d'avoir ajouté un nouvel usage, bah, on a augmenté notre coefficient d'énergie primaire, et en fait, on voit qu'on n'a pas beaucoup de levier finalement côté système ou pour venir avoir un impact là-dessus. Donc en fait, le levier qui va être incontournable, ça va être via le BBio et donc via le bâti. Et donc en fait, bah, ça, c'est les différents postes que nous on a identifiés, mais qu'on retrouve dans toutes les conceptions de toute façon sur un bâti. Donc il va falloir venir travailler sur le plancher sur sous-sol, sur les planchers intermédiaires, les murs extérieurs, avec en jouant sur les épaisseurs d'isolation, enfin surtout la résistance du produit, mais qui va être liée indirectement à l'épaisseur de l'isolation. La toiture terrasse, les menuiseries, la perméabilité, on en a parlé. Et finalement, l'impact va être assez important en termes de coût, mais aussi en termes de choix derrière, puisque augmenter l'isolation, vous allez perdre aussi derrière en charge sur les logements. Donc il va y avoir un effet un équilibre à trouver entre toutes ces optimisations possibles sur le bâti. Et du Et coup, ouais, allez-y Antoine. oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment important parce que ce que nous disent les acteurs sur le terrain, c'est que on va plus du tout travailler de la même façon. C'est-à-dire que en RT 2012, en fait, on, on mettait un équipement énergétique qui vous amenait une bonne efficacité sur l'énergie primaire, et puis après on s'occupait du BBE et de l'enveloppe du bâti. En R20, il va falloir travailler à l'envers. Il va falloir d'abord s'occuper de l'enveloppe du bâti pour atteindre ce BBE à moins 30, et après mettre un équipement énergétique. Et justement, c'était Je la vois- question que voulais vous poser. Finalement, vous, Vincent, qui travaillez plutôt avec les bureaux d'études, et vous, Antoine, avec les maîtres d'ouvrage, ces points de vigilance, qu'est-ce que ça va occasionner dans l'approche de leur projet, finalement, à leurs différents niveaux? Ça va être quoi les impacts de cette entrée en vigueur de la RE et puis les points de vigilance que vous avez notés? Côté bureau d'études et côté maître d'ouvrage, je sais pas qui veut commencer. Alors, côté bureau d'études, en fait, c'est ce que disait Antoine, en fait, le bâtiment va être primordial, en fait, ça va être la première chose sur laquelle il va falloir travailler, à la fois puisque, on l'a vu, le système énergétique, finalement, c'est vraiment le bâti qui est important, mais aussi sur toute la partie produits de construction, en fait, puisque l'impact carbone, là encore, des produits de construction va être assez important, et finalement, les choix constructifs qui vont être faits en début de projet, il faudra qu'ils soient analysés par le bureau d'études, puisque ça sera compliqué une fois que le projet aura été lancé avec telle typologie de matériaux. Si jamais l'indice carbone construction n'est pas respecté en cours de projet, ça va être compliqué de venir jouer pour rattraper un peu entre guillemets l'indice carbone, parce qu'on n'aura pas beaucoup de levier. Donc la phase conception va être très importante, et le bureau d'études devrait être associé dès le début si on veut pas se mettre dans des situations délicates en phase de réalisation. Alors, ce que je et comprends, Vincent, c'est d'arrêter les choix très rapidement. Et c'est vrai qu'hier, on était donc
au conseil d'administration de l'Intec, et c'est vrai qu'on nous disait, les personnes qu'on avait en face de nous disaient, bah, il faut savoir très rapidement les quantitatifs, les bons quantitatifs et le choix des bons matériaux, parce que derrière, c'est un impact sur le chiffrage, et les personnes qui nous entendent en direct ou en différé ne vont pas nous dire le contraire. Et surtout, vu que les données environnementales varient d'un matériau à un autre, il faudra arrêter ces choisis techniques très vite, parce que derrière, ça aura un impact sur lycée construction. On est d'accord? Ouais, tout à fait. C'est là où, au dépôt du permis de construire, finalement, on est toujours à devoir déposer une attestation BBio, qui est toujours faite avec le bureau d'études thermiques. Il n'y a pas d'obligation sur la partie carbone au dépôt de permis de construire, mais c'est là où on se rend compte que si c'est pas fait en amont du dépôt de PC, donc avec des choix déjà assez détaillés, eh ben, ça va être très compliqué de revenir par la suite pour faire des modifications. Merci. Et du coup, Antoine, si vous deviez vous préciser du côté des maîtres d'ouvrage que ça peut occasionner. Ben, en fait, les maîtres d'ouvrage, ils prennent conscience que ben, ils peuvent plus travailler comme en RT 2012 et que maintenant ils sont obligés en phase conception, très en amont des projets, de ben, en fait d'interagir avec vous, les économistes, et avec les bureaux d'études et avec l'architecte, parce que ben le droit à l'erreur n'est pas possible. Donc il y a une vraie façon de travailler différente. Il y a une prise de conscience actuellement chez les promoteurs de se dire on peut plus travailler comme avant. On peut plus, comment dire, attraper un foncier, déposer un permis de construire et voir après comment on fera. C'est fini ça. Il faut vraiment maintenant en phase conception travailler avec économistes, bureaux d'études et architectes pour vraiment anticiper les choix. Parce que derrière, c'est plus la même histoire. Et Antoine, du coup, vous me confirmez, il n'y a pas d'aide aujourd'hui à disposition pour passer de la RT 2012 à la RE 2020 à destination des maîtres d'ouvrage. C'est à ISO budget finalement. Ah bah non, non, il n'y a pas d'aide, hein. C'est la réglementation impose aux maîtres d'ouvrage, il y a absolument pas d'aide. Après, s'il y a des aides, ce sera peut-être pour les bailleurs par rapport à leur financement ou des choses comme ça, s'ils vont au-delà, bien sûr, des exigences de la RE20. Donc, Donc notamment les sujets autour du label, etc. voilà. Mais non, non, ça, pour l'instant, c'est les coûts de construction, c'est plein pot pour les maîtres d'ouvrage, hein. Alors c'était pour faire écho à la question de Jérémy, donc je vous invite les personnes présentes, puisque ceux qui nous regardent en différé, ça sert à rien de nous poser des questions, mais ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à continuer à alimenter le chat pour faire vivre ce webinaire de manière interactive. Si maintenant du coup on rentrait dans le vif du sujet, et si vous nous présentiez un petit peu les travaux pratiques sur un bâtiment type et au regard du respect de la RE 2020 au périmètre des exigences applicables dès 2022. Alors Euh, effectivement, on a pris un bon bah de toute façon la RE20 il faut expérimenter donc ben tout le monde fait un peu la même méthode hein, c'est qu'on prend un bâtiment un peu type. Donc nous on a retenu un bâtiment donc vous voyez les caractéristiques ici un R plus 4 bon sans sous-sol de toute façon le sous-sol mais comme nous on va pas trop s'intéresser au carreaux de construction le sous-sol n'est pas un sujet et quand bien même il y aura un sous-sol c'est pas enfin les textes sur le carbone construction les parkings en sous-sol ne posent pas de difficultés. On a pris donc un programme R plus 4, vous voyez qu'une compacité qui est bonne, avec une chab donc de 2400 mètres carrés, quelque chose d'assez moyen. Hein, défaut, bon, on peut pas trouver le bâtiment qui représente tout le marché, mais on a pris quelque chose de moyen. Par contre, la surface habitable est plus élevée que la moyenne. Hein, les appartements sont assez grands, on est à 71 mètres carrés de surface moyenne, mais on a vu tout à l'heure que ça n'a pas d'impact avec les effets de modulation. 34 logements, du T2, du T3, du T4. Bon, voilà, quelque chose d'assez représentatif. Et donc, bah, après, on a pris ce bâtiment et on l'a secoué dans tous les sens, d'un point de vue alors thermique. justement, bah, qu'est-ce que ça donne quand vous secouez tout ça? Alors là, on s'est placé, c'est dans le cas où on aurait une chaudière individuelle. Là, on est en 2022. L'optimisation pour ce bâti, qui était déjà quand même pas un bâti RT 2012, qu'il était déjà quand même à BBio moins 15% en RT 2012, donc c'était déjà un bâti un petit peu optimisé. Et finalement, on voit qu'en venant rajouter des planelles au niveau des murs extérieurs et un travail sur le plancher sur sous-sol, on a en rajouté 8 centimètres de polyuréthane. Et ben finalement, avec ces deux petites optimisations entre guillemets, on arrive à faire passer le bâti en BBio RE 2020, donc à moins 30% à peu près par rapport à l'RT 2012, et qu'on a une solution conforme.
Donc là, en plus, ce qu'on note par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, RE 2020 dès 2022, c'est des actions sur le bâti en gardant les systèmes énergétiques qu'on connaît aujourd'hui dans les projets. Donc c'est vraiment le focus est vraiment sur le bâti. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer pour permettre de répondre aux exigences. On est d'accord? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Mm. La transition est assez douce pour le seuil de 2022. Ouais. Très bien. Donc du coup là, on était sur la chaudière individuelle. Maintenant, si on passe sur la chaudière collective. Donc en chaudière collective, là aussi on a fait le même travail. Avec la chaudière collective, en fait, on va avoir des pertes liées à la boucle d'eau chaude un petit peu plus importantes que quand on est en chaudière individuelle, évidemment. Et donc, du coup, on va venir travailler d'autres axes d'optimisation sur le bâti. Donc là, on a toujours les planels qu'on a dû ajouter sur les murs extérieurs, mais cette fois, on vient plus travailler sur le plancher sur sous-sol, mais sur les planchers intermédiaires où on est venu rajouter 16 centimètres de polyuréthane sur ces planchers intermédiaires, et ce qui nous permet là d'être avec un BBio conforme RE 2020, et donc un projet conforme. Très bien. Donc là, on voit que les deux solutions gaz typiques les plus connues, chaudière individuelle ou chaudière collective, les efforts sont assez mesurés pour répondre aux exigences. Maintenant, si on étendait un peu le scope des, euh, des solutions gaz ou hybridation qu'on pouvait voir, qu'est-ce que ça donnerait du coup sur la zone H2B? Ce sera voilà, le merveilleux slide Voilà. qui fait penser aux décorations de Noël, donc préparez votre sapin. Oui. Donc en fait, on a retenu, on a pris ce bâtiment là en BBio moins 30%, et en fait, on a simulé dedans. On a fait plusieurs simulations. On a fait des simulations avec 7 scénarios d'équipement. Donc vous voyez à droite du slide, hein, chaudière individuelle, chaudière collective. Mais après, on a été plus loin. On a fait une chaudière collective avec une récupération des eaux grises. On a fait une chaudière collective avec du solaire thermique. On a fait une chaudière collective avec une pompe à chaleur à absorption gaz. Une chaudière collective avec un chauffe-eau thermo-collectif. Et une chaudière individuelle couplée avec un chauffe-eau thermodynamique électrique, les deux étant combinés. Donc on a pris ces 7 scénarios d'équipement, on a regardé ce que ça donnait en termes de positionnement. Donc en BBio, on est conforme, et maintenant on va regarder si on est conforme en énergie primaire et en carbone énergie. Et en fait, pourquoi au lieu d'avoir des points sur ce schéma, on a des tâches? C'est parce qu'on a poussé encore plus loin la réflexion, c'est on a fait varier les épaisseurs d'isolant. C'est-à-dire, on a fait bouger les épaisseurs d'isolant et on a changé la brique par du béton. Enfin, on a varianté plein de scénarios de bâti, 200 scénarios de bâti. Donc, en fait, on a 200 points pour chacune des solutions énergétiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben, en fait, ma chaudière collective, si elle est dans du béton ou si elle est dans de la brique avec tel type d'isolant, est-ce qu'elle est toujours conforme? Donc, ça permet de voir un peu l'étalement, l'impact des solutions de bâti dans un BBU à moins 30, mais les différentes solutions de bâti avec un équipement. Donc ça permet d'avoir des espèces d'amplitude, de se voir un peu où on en est par rapport au seuil d'exigence. Et donc ici on voit ces 7 équipements, comment ils se positionnent par rapport au seuil de consommation d'énergie primaire. Et donc on voit bien par exemple si la premier cas c'est la chaudière individuelle qui est tout à gauche, quel que soit le type de bâti, la chaudière individuelle est conforme en énergie primaire. En CEPNR, elle est conforme en 2022. Par contre, si je prends la chaudière collective à côté, on voit bien que le premier point qui est tout en haut, il est sur la ligne rouge. Ça veut dire que il n'y a pas photo, il faut faire un renforcement de BBio si vous voulez être compatible avec l'énergie primaire. Donc c'est cohérent avec ce que Vincent disait juste avant, parce qu'on a des déperditions sur la boucle d'eau chaude, donc c'est évident que le bâti doit être un peu plus renforcé par rapport à des chaudières individuelles. Donc voilà. Et en tout cas, ce qu'on peut constater sur nos 7 équipements, c'est que dans tous les cas, les solutions gaz sont conformes, euh, sont compatibles avec le seuil énergie primaire de 2022. Justement, Je sais si on pas si regarde Vincent, tu veux ajouter quelque chose? Non, 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 t'as tout dit, tout est très bien. et du coup, si on regarde au regard le positionnement de ces solutions, au regard d'un autre indicateur, l'indicateur carbone, qu'est-ce que ça Mhm. peut nous donner? Alors sur l'indicateur carbone, autant sur le CEPNR, on a une seule exigence qui est valable sur l'ARO 2020, on n'a pas de progression.
Sur le seuil carbone, on l'a vu tout à l'heure, on a un premier seuil à 14 kilos en 2022 et ensuite un seuil qui passe à 6,5 en 2025. Donc là, c'est ce qu'on a matérialisé par les deux traits en pointillé. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, finalement, avec les solutions gaz dont parlait Antoine tout à l'heure, eh ben, il n'y a pas de sujet sur le carbone. Toutes nos solutions sont compatibles en 2022. Et par contre, 2025, la marche est assez haute. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on va être obligé d'hybrider nos solutions et que voilà, une solution chaudière collective plus CET collectif ou la solution chaudière individuelle plus CET individuel, bah, ça c'est des solutions qui seront compatibles RE 2025 avec les seuils carbone et que voilà, on est toujours sur le même principe qu'a décrit Antoine tout à l'heure avec les 200 scénarios de bâti décrits, le nuage de points et donc après avec à côté la gaussienne. Donc on voit que nos solutions en RE 2025, elles existent, elles sont éprouvées, elles sont sur étagère, puisqu'aujourd'hui on a déjà des bâtiments qui ont ce type de solution. Donc voilà, on va retrouver ces solutions en 2025. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement qu'une chaudière collective avec un chauffe-eau thermocollectif, avec un bâti renforcé, hein, on le voit sur les 200 scénarios de points, qu'on voit bien que il faut quand même avoir un bâti un peu renforcé. Et ben, c'est déjà des solutions qui existent aujourd'hui, hein, et qui sont compatibles avec les seuils 2025. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hybridation, puisque l'eau chaude étant faite par l'électricité qui est bas carbone en partie, et ben du coup on décarbone d'un point de vue énergétique le bâtiment. Et après le gaz continue de faire le chauffage, ce qui est en fait très bien puisque ben le chauffage c'est l'hiver et l'hiver ben ça arrange les électriciens, les consommations d'électricité n'augmentent pas parce que l'hiver c'est plus compliqué. Donc tout compte fait c'est un espèce de gagnant-gagnant. Quand il fait très froid, le gaz répond à la demande. Et puis bon, l'eau chaude qui a un besoin un peu toute l'année, l'électricité s'en occupe. Donc on voit bien qu'en mélangeant un peu les solutions, on arrive à des choses qui ont vraiment du sens. C'est la fameuse thermosensibilité du réseau électrique dont on parle de Mm. plus en plus dans les médias. Et si maintenant on regarde, parce qu'on est avec des économistes, si on regarde au niveau du coût, ce qui se passe au regard de ces différentes solutions. Alors, on s'est dit effectivement que ce serait intéressant de partager avec vous ces fameux 200 points, de ces 200 scénarios donc on a évoqué, hein, les 200 points là qui étaient empilés dans le graphe précédent. Bah là, on va rajouter une dimension graphique. On va regarder, on a mis en abscisse justement quels sont les surcoûts par rapport à un bâtiment. Euh, Comment dire, les surcoûts par rapport à un bâtiment RT12, RT12, hein, oui c'est ça. Donc là, on a mis les surcoûts par logement. Et donc on retrouve, alors j'ai pas remis les 7 scénarios parce que ben, ça faisait beaucoup de points dans tous les sens, j'ai gardé que 3 scénarios. Donc il y a la chaudière individuelle qui est en haut en vert, la chaudière collective et la chaudière collective avec le chauffe-eau thermocollectif. Et donc ben, en ordonnée, on a le carbone énergie et le seuil qui est indiqué là, le 0, c'est le seuil 2025, donc qui est très exigeant, hein, les 6,5 kg de CO2 par mètre carré évoqués tout à l'heure. Donc on voit que si on met une chaudière individuelle ou une chaudière collective, ben, ça, même si vous avez un bâti ultra performant. Hein. Si je prends ce point ici, ce point à l'extrême droite, on est à 8 000 € par logement. On a fait de l'isolation par l'extérieur, on a mis des rupteurs partout, enfin on a fait des prestations plus. Donc vous baissez beaucoup les consommations, mais vous êtes toujours au-dessus du seuil carbone. Donc on voit bien que les solutions gaz fossiles, 100% fossiles, ne sont plus compatibles avec le seuil 2025. Et donc, du coup, le fait d'ajouter une hybridation électrique à la chaufferie collective fait que tous les points translatent vers le bas et on est compatible avec le seuil carbone 2025. Et donc, quand on regarde plus dans le détail les différentes technos de bâti, alors ça, c'est une étude, hein, je ne dis pas que c'est une vérité générale, il faut être très prudent. Attention, on partage avec vous une étude. Une étude n'est pas la vérité, ça donne une tendance. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que aussi bien de la brique que du parpaing, que du béton. On est vraiment pas loin du seuil. Alors même si en isolation par l'intérieur, en mur béton, ça a l'air un petit peu compliqué, on voit quand même que les points sont pas loin du seuil, donc il y a sûrement des optimisations à faire. En isolation par l'extérieur, forcément, c'est ultra performant. Avec un système hybride, on est bas carbone. Et on voit que sur la brique, eh ben, en fonction des épaisseurs d'isolant,
on tangente ce seuil carbone. Donc, moralité de l'histoire, on voit bien qu'il y a quand même des arbitrages technico-économiques à faire. Et vous, en tant qu'économiste, je pense que pour vous, là, il y a un vrai sujet de fond avec vos maîtres d'ouvrage, qui est de dire, il faut maintenant trouver le bon compromis entre une solution bas carbone et une enveloppe performante. Du coup, il y avait une petite question d'ordre, puisqu'on parle de coûts. Alors là, c'est coût construction, mais en coût maintenance, finalement, on est avec des technologies peut-être un peu plus complexes, notamment sur les équipements chauffage, production de CS. Est-ce qu'en coût de maintenance, les coûts vont augmenter entre la RE 2012, enfin la RT 2012, pardon, et la RE 2020? Est-ce qu'on a une tendance là-dessus? Puisque c'est vrai que les économistes réfléchissent beaucoup en coût global. Et sur cette notion-là, est-ce que vous avez des Alors, précisions à nous apporter? le coût global, c'est effectivement un sujet très important pour les bailleurs sociaux. Bon, ça l'est moins pour les promoteurs privés, c'est normal. Alors, les bailleurs sociaux aujourd'hui, il faut savoir que là, par exemple, la solution qu'on est en train de vous évoquer sur le chauffe-eau thermodynamique avec chaudière collective, c'est déjà une solution qui est mise en œuvre aujourd'hui par des bailleurs sociaux dans leur logement. Donc, c'est des choses qu'ils maîtrisent. Donc, les coûts de maintenance sur ce genre d'équipement, aujourd'hui, des gros bailleurs sur la place ont déjà ce type d'équipement. Donc, sur les coûts de maintenance, ils maîtrisent très bien le sujet. Après, le sujet qui est moins maîtrisé aujourd'hui, et là on l'a pas indiqué parce que nous, c'est les pompes à chaleur électriques, les pompes à chaleur toutes électriques en collectif. Ça, par contre, les coûts de maintenance liés à ce genre d'équipement, c'est un gros point d'interrogation parce qu'aujourd'hui, les systèmes thermodynamiques en collectif, c'est quand même quelque chose de pas maîtrisé par la filière. Et là-dessus, il y a pas mal d'interrogations. Par contre, sur des solutions hybrides comme ça, assez classiques, là, oui, les coûts de maintenance sont, pour le coup, il n'y a pas d'inconnu. Certains bailleurs pratiquaient déjà ce genre d'équipement. Merci Antoine pour ces précisions. Et du coup, bon, je vois qu'il est 9h56 pour respecter le timing. Si on devait présenter les équipements envisagés par GRDF pour 2025, on voit que la restriction est beaucoup plus forte, notamment sur le carbone. Mais est-ce que vous avez des produits à nous présenter justement, ou des tendances de produits, quoi? Donc, ce qu'on trouve intéressant, c'était de vous montrer un peu des schémas de principe sur qu'est-ce que c'est qu'une solution hybride en 2025 en logement. Donc, parce que on est quand même dans le logement collectif, c'est quand même très contraignant et du coup, on a lancé des travaux avec les fabricants, les grands fabricants de la place, aussi les petits fabricants, avec tout le monde, pour essayer de concevoir les solutions hybrides qui s'intégreraient bien en logement collectif. Donc là, on va vous montrer 4 pistes. Parmi les 4 exemples de pistes sur lesquelles on travaille avec les fabricants de matériel. Donc premier exemple, ici, on décide, c'est l'exemple qu'on vous montrait avant dans nos scénarios, l'eau chaude est faite par un ballon chauffe-eau thermodynamique électrique et la chaudière est faite par le chauffage. Donc on voit que dans un appartement, il faut maintenant positionner une chaudière individuelle et le chauffe-eau thermo. Donc la réflexion est de se dire, il faut que tout ça tienne dans un placard. Il faut vraiment optimiser l'espace, la taille du ballon, la chaudière, tout ça tienne dans un placard. Et après, gérer par rapport au chauffe-eau thermo, il peut être sur air extérieur, mais il peut aussi être accordé sur la gaine via la VMC, il peut être aussi sur air extrait. Donc on voit que le positionnement des chaudières par rapport aux gaines du matériel et l'intégration, c'est le sujet. En fait, en termes de technologie, il n'y a rien de nouveau. C'est une chaudière, c'est un ballon chauffe-eau thermo. Donc, il n'y a pas de rupture technologique. Tout l'enjeu avec les fabricants, c'est de travailler sur l'intégration dans l'appartement. Et la Autre compacité, exemple, sur la oui, compacité aussi, oui, parce que ouais. C'est pour ça que vous avez c'est pris évident. des appartements plus grands de 71 mètres carrés en moyenne. C'est pour donner un petit peu de place Bon. pour que ces équipements se passent. Ah non, l'idée, c'est quand même de travailler sur des choses qui tiennent dans un placard de 60 sur Tout 60. à fait. C'est Oui, l'enjeu. d'accord. Oui, d'accord. Là ici on a au lieu de là on a hybridé mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que on a une petite pompe à chaleur qui s'occupe du chauffage du logement et en fait c'est le gaz qui s'occupe de l'eau chaude. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on n'a plus de ballon, c'est la chaudière qui s'occupe de l'eau chaude et la petite pompe à chaleur en fait par vecteur air avec un plénum va produire l'air chaud et pourquoi pas aussi du rafraîchissement l'été dans l'appartement. Alors, comme on a une petite pompe à chaleur, là, il faut réfléchir à l'intégration d'une unité extérieure, forcément, puisque c'est une petite pompe à chaleur.
mais cette pompe à chaleur est de plus petite puissance puisqu'elle n'a pas besoin de faire l'eau chaude. Donc l'avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus compacte. Donc ça, c'est pareil, on est en train de travailler avec des industriels sur ce type de solution pour que ça s'intègre bien dans les appartements. Donc, Autre ce serait une exemple, production d'eau chaude instantanée, du coup, il n'y aurait pas de ballon de stockage. On est oui, du d'accord. coup, pas de ballon, c'est ça l'avantage parce que on se rend compte que une chaudière qui fait de l'eau chaude, c'est compatible avec les seuils carbone 2025. Donc du coup, on n'a pas besoin de ballon. Ça, c'est quand même un gros Une bonne avantage nouvelle. en Ouais. appartement où on cherche à gagner de l'espace. Et la chaudière Et peut puis aussi ici, être en appoint du chauffage si besoin, quoi. oui, c'est vrai. C'est vrai que si la petite pompe à chaleur a du mal à produire le chauffage, la chaudière peut venir en secours. Tout à fait. Et sur les solutions collectives, du coup, là, donc on change de stratégie. Donc, on passe sur une chaudière collective avec un CET collectif. Donc, c'est ce qu'on a matérialisé. On est sur une chaufferie traditionnelle, soit en sous-sol, soit en R-1. C'est les solutions dont on parlait tout à l'heure, qui existent déjà chez des bailleurs sociaux, parce que c'est quelque chose qui est déjà mis en place. Donc, on va avoir le chauffe-eau thermodynamique qui va faire le préchauffage de l'eau chaude, outre la totalité de l'eau chaude si besoin, et la chaudière qui va être là pour faire le chauffage et l'appoint de l'eau chaude sanitaire si besoin. Et donc là, encore une fois, en hybridant la solution, ça nous permet de passer les seuils. Et on est sur une solution éprouvée, déjà mise en place, donc pas de révolution sur ces solutions qui passeront l'ARE 2020 en 2025. Sur la Et solution la suivante, donc, dernière solution, oui. ouais, donc on est sur la même logique que ce qu'a présenté Antoine tout à l'heure. Là, cette fois, on est sur une PAC hybride, mais en collectif. Donc là encore, la PAC va faire le préchauffage de l'ECS, peut aussi faire le chauffage, puisqu'on va être sur une boucle d'eau chaude, contrairement où en logement individuel tout à l'heure on était sur un plénum en vecteur R. Et la chaudière va venir là faire l'appoint de la même manière de l'eau chaude sanitaire si besoin et du chauffage si besoin. Donc là, c'est une solution qui est un peu plus innovante. Enfin, en tout cas, on est en train de travailler avec les différents fabricants pour bien optimiser tout ça. Et c'est une piste qui est très intéressante pour 2025. Super. Merci à vous deux pour ces deux présentations. Et du coup, si on devait avoir le mot de la conclusion, pour respecter le timing. Bah écoutez, oui, voilà, il est 10h pile, 10h02. On vous demande encore 2 minutes et on a terminé. Moi, donc, bah, on aimerait conclure. On aimerait conclure en vous disant que tout compte fait, quand on regarde, moi, j'aimerais conclure en vous disant, bah, soyons pragmatiques. Cet RE 2020 qu'on nous annonçait anti-gaz, in fine, ben non, soyons pragmatiques. Il y a des solutions gaz qui sont possibles dans la RE20. Et pourquoi ces solutions gaz sont possibles? Parce que le gaz a quand même de gros atouts qu'on peut pas faire disparaître du jour au lendemain. C'est quand même, le gaz, c'est une énergie qui se stocke. C'est une énergie efficace, qui a des très bons rendements dans les équipements. Ok, elle a un défaut, c'est qu'elle est carbone, mais on voit qu'en hybridant, on arrive à décarboner le bâtiment et à maîtriser les coûts. Et de toute façon, pourquoi il ne faut pas arrêter le gaz dans le bâtiment? C'est parce que nous, demain, nos tuyaux vont transporter des gaz verts qui sont en plein développement et après-demain de l'hydrogène. Donc il serait vraiment dommage de débrancher le bâtiment neuf de notre beau réseau qui demain va être un vecteur d'énergie renouvelable. Donc voilà, on espère qu'on a pu vous éclairer sur la RE20, dédramatiser un peu ce sujet qui a donné lieu à plein d'annonces médiatiques tonitruantes et qui, in fine, on voit que l'idée, c'est de travailler l'enveloppe du bâtiment, c'est de travailler sur des équipements fiables et performants, et que vous, économistes, vous avez vraiment une carte à jouer dans cette nouvelle problématique. Voilà. Merci Antoine pour ce mot de la fin. Donc, il y a des questions qui ont été posées. Donc, oui, la présentation sera disponible et je pense que le replay aussi pour répondre aux deux demandes. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette présentation, cette intervention. N'hésitez pas à en faire la promotion auprès de vos collègues ou économistes de la construction. Je vais remercier Antoine et Vincent pour leur précision, leur clarté. Charline, si tu veux dire un petit mot de conclusion, je te laisse la main. Merci à tous en tout cas et très bonne fin de journée. Merci beaucoup Ludovic, Antoine et Vincent. Donc oui, en effet, les éléments vous seront envoyés par mail, donc la présentation en PDF ainsi que le replay. Donc le replay, ça sera plus en début de semaine. Vous aurez tous les éléments.
Et voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous avez plus de questions ou voilà, des interrogations par rapport au sujet ou des projets par rapport à voilà, toutes les informations qui vous ont été communiquées aujourd'hui. Donc, merci à GRDF de nous avoir fait confiance et également de votre super présentation ce matin. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt à tous.